Vous dites que l'oligarchie, c'est le gouvernement des puissants. Vous tentez de donner dans votre livre, ici même, une définition de ces puissants. Donc, ce sont des personnalités riches, des gouvernants, des patrons, des personnalités médiatiquement influentes. Et vous dites en fait qu'il y a une cohérence très forte dans cet ensemble oligarchique, dans cet ensemble de puissants. Et comment vous pouvez expliquer cette cohérence? D'abord, il y a une... Comment dire? Il y a une cohérence d'intérêt. Mais plus que expliquer... En fait, expliquer pourquoi elle se fait, ça renvoie en fait à la question pourquoi elle s'est formée. Parce qu'à mon avis, la fusion, ou plus exactement la communauté d'intérêt entre les grands journalistes, les grands patrons et les grands élus, n'était pas aussi forte auparavant. Il y avait des distances plus fortes. C'est-à-dire que les médias considéraient, même si c'est toujours compliqué, qu'ils devaient avoir une distance par rapport à ces puissants. Les hauts fonctionnaires et les élus considéraient que, même s'ils n'étaient pas en opposition avec les intérêts économiques, ils devaient avoir une distance parce que les intérêts publics dont ils étaient porteurs suivaient d'autres logiques que les affaires économiques. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment cet état d'esprit s'est perverti et s'est dissous dans le fait que maintenant, pour la majorité des gens qui sont dans des positions de pouvoir, eh bien, la vision du monde est devenue tout à fait identique, et très souvent la vision morale aussi est tout à fait identique, parce que peut-être dans les années 60, un grand patron et un grand haut fonctionnaire pouvaient avoir en gros la même vision du monde. En revanche, ils avaient une morale de l'action publique qui était différente. Là, on a très clairement non seulement une vision extrêmement unifiée, mais aussi une vision de la morale publique tout à fait identique aussi. Moi, je pense que cette dégénérescence, elle s'est faite par sans doute à la suite de l'effondrement du marxisme et de l'Union soviétique, par la disparition de l'idée d'une alternative. Parce que, quel que soit ce qu'on peut penser de l'Union soviétique ou du marxisme, et pour être tout à fait clair, moi je suis très content que l'Union soviétique ait disparu, et c'était vraiment un événement libérateur et tout à fait positif, la chute du mur de Berlin, et même si j'utilise des concepts marxistes, je ne me définis pas du tout comme marxiste, mais toujours est-il que dans ces années-là, il y avait la possibilité d'une alternative qui était extrêmement forte, c'est-à-dire que le capitalisme, la démocratie étaient en tension avec une vision différente du monde, et cette tension lui donnait en quelque sorte de l'énergie. À partir du moment où l'alternative a disparu, et où une autre alternative qui aurait été possible, qui était peut-être la critique écologiste de la société de consommation. Il y a un certain nombre de choses qui étaient dans l'esprit de mai 68 et des années 60. Dès lors que cette alternative n'a pas réussi à se constituer comme étant l'autre critique du système capitaliste existant, cette vision idéologique s'est trouvée en quelque sorte en situation de monopole. Et quand vous êtes en situation de monopole, que ce soit dans le domaine des idées, dans le domaine économique ou dans le domaine politique, fatalement vous allez avoir tendance à étendre votre préhension, votre domination sur les choses, et en même temps vous allez perdre l'excitation positive qui est la contestation, qui vous oblige à raffiner, à penser, à améliorer votre pensée. Et donc voilà, tout cette alternative, et notamment tout ce qu'on appelle les élites, ont abandonné l'idée qu'une alternative était possible. Ça a été le mot un petit peu de Fukuyama à la fin de l'histoire. Maintenant, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est un développement de ce qu'ils appelaient la démocratie et du capitalisme qui va répandre par la mondialisation un monde tout à fait harmonieux malgré quelques différences. Et à partir du moment où idéologiquement cette tension de contestation disparaissait, eh bien toutes les élites se sont mises à penser la même chose et à intégrer, pour ce qui concerne les gens qui venaient de la gauche notamment, à intégrer tout à fait les valeurs du capitalisme, y compris dans la vision anthropologique
ou psychologique du capitalisme, qui est un monde dans lequel tous les individus, d'abord en fait les gens sont des individus et ne sont que des individus et en compétition avec les autres, ce qui est une vision de la personnalité humaine extrêmement pauvre, extrêmement limitée. Et par ailleurs, se sont trouvés dans des situations d'intérêt, parce qu'à partir du moment où vous faites tomber un certain nombre de barrières, je dirais pas morales, parce que le mot moral est toujours problématique, mais un certain nombre de choses qui contraignait au sens positif votre conduite et votre vision du monde, et ben on se laisse glisser vers la défense d'abord à la recherche de son propre intérêt, et puis à la défense de ses intérêts. Donc l'explication, pour autant qu'il y en ait une, moi je la donnerais dans cette évolution des choses, et une fois de plus dans cette idée d'une perversion et d'un pourrissement de l'esprit public. Et vous avez des exemples de ces structures oligarchiques, vous en décrivez quelques-unes dans le livre, mais si vous pouvez en expliquer une ou deux ici, ne serait-ce que par les parcours communs entre gouvernants, patrons, les communautés de parcours, les communautés de vue, les rencontres qui se font régulièrement par des groupes organisés, qu'est-ce que vous pourriez donner comme exemple? Il y a un certain nombre de choses. Il y a effectivement d'abord des rencontres par des groupes organisés, plus ou moins connus, et qui mettent tout à fait dans la pratique quotidienne ce dont on parlait tout à l'heure pour définir l'oligarchie, c'est-à-dire qu'ils discutent entre eux, ils délibèrent entre eux. Alors il y a quelque chose qui est extrêmement connu, qui est le forum de Davos, qui a lieu aux yeux de tous et avec une couverture médiatique extrêmement importante en Suisse chaque année en janvier, où des entrepreneurs, des responsables politiques de haut niveau, des journalistes plus ou moins triés sur le volet se retrouvent dans cette station de ski et pendant une semaine discutent, écoutent des conférences, font des affaires, échangent leur vision du monde. Et c'est évidemment pas ouvert à tout le monde, parce que pour aller dans un événement comme ça, il faut montrer patte blanche, et dans le capitalisme, la patte blanche, c'est un chèque avec un grand nombre de zéros. Il y a d'autres instances moins connues au niveau international, qui sont par exemple le groupe Bilderberg, qui existe depuis 1952 et qui réunit toujours, une fois de plus, on retrouve, je me répète peut-être, mais ces trois origines: le monde politique, le monde économique et le monde médiatique. Alors par exemple, vous aurez dans le groupe Bilderberg pour la France des gens comme Anne Lauvergeon qui dirige le trust nucléariste Areva. Vous aurez, je crois, Alexandre Adler qui est un journaliste chroniqueur, et puis un certain nombre de politiques. Voilà, c'est ça. Et puis vous avez une troisième instance qui est dans le même genre, la commission trilatérale, qui existe depuis 1975 et où tous les ans ils font une conférence où on retrouve ce genre de gens. Après vous avez un certain nombre de clubs plus discrets qu'on retrouverait dans tous les pays. En France par exemple, il y en a un qui, et c'est une très bonne chose, a une certaine notoriété maintenant grâce à l'action de quelques troubles faits, c'est le club Le Siècle, où il y a à peu près, qui existe aussi depuis très longtemps, et où 500 personnes à peu près se recrutent par cooptation, toujours des trois mondes. Et se réunissent, je crois que chaque mois. Et se réunissent chaque mois, le troisième ou quatrième, le dernier mercredi de chaque mois, à l'hôtel Crillon, à l'Automobile Club de France, je crois, ouais. À l'Automobile Club de France, à Place de la Concorde. Voilà. Et puis, après, ça je dirais pas c'est anecdotique, mais c'est une représentation sociologique des choses, enfin, quelques-uns des lieux, des cercles où ils se retrouvent, mais après il y a des mécanismes qui sont aussi très puissants, qui sont le passage de la fonction publique à la fonction économique, ou réciproquement. Alors par exemple en France, alors ça prendra des formes différentes selon l'histoire politique et la façon dont l'État s'est constitué dans chaque pays, mais par exemple en France, eh bien il y avait l'ENA, l'École nationale d'administration, qui depuis 1945 formait des hauts fonctionnaires qui étaient animés par l'esprit de service public et qui étaient au service de l'État, et qui la séparation n'était pas étanche absolument avec les affaires économiques, et d'une certaine façon il ne faut pas qu'elle soit totalement étanche, parce que la vie économique fait tout à fait partie de la vie sociale et de la vie politique, mais en tout cas il y avait quand même une certaine réserve qui faisait que les intérêts et les décisions ne se confondaient pas. Et il y a eu depuis un mouvement continu, mais qui maintenant a pris des proportions tout à fait importantes, un certain nombre de gens qui sont passés de la fonction publique à la fonction économique, éventuellement ils y reviendront, et qui souvent passent de la fonction publique vers la fonction économique en utilisant de manière très claire les connaissances et qu'ils ont eu, et les réseaux qu'ils ont eu quand ils étaient à la tête de l'État ou dans une importante fonction d'État, et qui vont les mettre au service
des banques ou des institutions dans lesquelles ils vont travailler. Alors vous avez cité quelques noms, Mathieu Pigalle, je crois, on pourrait parler de François Pérol, Stéphane Richard, enfin un certain nombre de gens, on pourrait prendre un peu l'annuaire, on verrait des gens qui ont été au cabinet du ministère de l'Éducation, des Finances, qui ont été à la direction du Trésor, qui ont été à l'inspection des Finances, voilà, des fonctions très importantes pour piloter un petit peu l'économie française, et puis armés de ce savoir extrêmement important, de ces carnets d'adresses, parfois aussi du fait qu'ils ont eu des rapports par rapport à telle ou telle entreprise pour les orienter dans tel ou tel sens, et se retrouvent qui à la banque Lazare, qui à la banque Rothschild, qui à la tête de Natixis, qui à la tête de France Télécom, enfin tout un tas de ce genre d'institutions, où au passage ils vont gagner énormément d'argent, ils vont devenir extrêmement riches. Et là, il y a aussi un problème, c'est-à-dire que en démocratie, d'abord, il faut pas qu'il y ait trop d'inégalités, peut-être qu'on y reviendra après, mais en tout cas, il y a l'idée qu'on ne s'enrichit pas quand on est au service de, on n'ose plus dire le peuple, mais en tout cas de la société, de l'État. Et puis après, bon, on pourrait l'explorer davantage, mais il y a aussi par le biais en France des partenariats publics-privés. Enfin, il y a une logique générale de privatisation des fonctions de l'État et des entreprises de l'État et qui sont appropriées, c'est-à-dire de plus en plus les fonctions étatiques qui normalement doivent être gérées dans un esprit de service public et d'intérêt du bien commun, sont appropriées par des entreprises qui vont commencer à gérer des prisons, à gérer des forces de sécurité, à gérer des services éducatifs, bientôt des services de santé, etc. Et en substituant la logique du profit maximal à la logique de l'intérêt public qui était celle qui, quand même, en principe, anime les services publics.